Salut, bienvenue sur la chaîne des blocs. Alors en ce moment, il y a un peu de tumulte au sein du Bitcoin parce qu'en fait, il va y avoir l'implémentation d'une nouvelle, on va dire une nouvelle fonctionnalité. C'est pas vraiment le bon terme, mais on va pas rentrer dans les détails. D'une nouvelle chose en fait qui va permettre l'application d'une technologie qui est liée au système de blockchain, mais qui n'est pas un système de blockchain et qui permettra d'améliorer le réseau de Bitcoin en fait. Bon, quand je dis le réseau, encore une fois, hein, j'ai utilisé le terme Bitcoin, à chaque fois j'ai parlé de la blockchain de manière générale, mais on va rester sur Bitcoin pour l'instant pour rester clair en fait, pour rester sur une base commune. Alors ce système en fait, bon déjà il a été fait pour, parce que Bitcoin en fait, il y a des limites, en l'occurrence des limites dues à la taille des blocs. C'est-à-dire que plus il y a des blocs dans la blockchain, bah, plus tout le réseau devient lourd en termes de données. Mais il y a un problème avec ça. C'est qu'aujourd'hui, bon, c'est beaucoup utilisé, c'est déjà assez lourd, tout le réseau blockchain est déjà assez lourd, mais plus on va avancer dans le temps, plus il y aura du monde qui va utiliser le Bitcoin, plus tout le réseau blockchain sera lourd. Et il y a un moment, on atteindra une limite ingérable, on va dire. Il y aura beaucoup trop de blocs à gérer, beaucoup trop de données à gérer de manière dans un flux, beaucoup trop de données à gérer dans un flux. Et donc, il y a des mecs, et ils sont deux, je crois que c'est Joseph Poon et Thaddeus, j'ai oublié son nom, je les afficherai. Donc ces deux gars-là, ils ont essayé d'inventer un mécanisme, une technologie, on pourrait appeler ça carrément une technologie, euh, qui serait une surcouche du réseau de blockchain. Donc on va prendre l'exemple du Bitcoin, qui serait une surcouche à Bitcoin. Et donc qui solutionnerait ce problème de taille de bloc. Parce que, encore une fois, la taille des blocs, elle vient du nombre de transactions. Plus il y a des transactions, plus les blocs vont être lourds. Voilà, tout simplement. On pourrait traduire ça comme ça. Donc, l'objectif de cette technologie, qui s'appelle le Lightning Network, le LN, peut-être tu as déjà vu ça dans un article qui parle de LN, du nouveau truc qui va révolutionner, qui va rendre les transactions très rapides, etc. Bon, c'est pour ça que ça s'appelle Lightning, ça veut dire éclair, des transactions éclairs. Et donc, les gars, ils ont créé ça dans cet objectif-là, de réduire le poids des transactions totales, on va dire. Alors, l'objectif, ça va être de donner mon avis sur ce que c'est que ce truc. Est-ce que c'est si bien que ça et qu'est-ce qui pourrait en retourner, en fait. Mais d'abord, on va rapidement parler de la teneur de cette technologie-là, parce que c'est quand même intéressant de comprendre comment ça marche avant d'avoir un avis, on va dire. Et donc simplement, on va faire une analogie parce que c'est pas intuitif en fait ce système-là. Je pense qu'il est contre-intuitif et que c'est difficile de suivre si on explique concrètement comment la technologie fonctionne. Alors, d'abord, ça fonctionne avec ce qui s'appelle des canaux de communication. Alors, un canal de communication, on imagine que c'est comme un tunnel qu'il y a entre un utilisateur, on va dire moi, et un autre utilisateur, on va dire toi. Hop, il y a un canal entre nous deux, et avec ce canal-là, on peut interagir. Donc, c'est des canaux de communication, pardon, dans lesquels ils peuvent réaliser des transactions. Alors, il y a un truc particulier avec ces canaux de communication, c'est qu'ils ne sont pas connectés avec la blockchain. Ils utilisent la blockchain parce qu'ils utilisent les mêmes systèmes de transactions, les mêmes systèmes de hachage en fait bah, pour les transactions. Et ils utilisent également la monnaie que, par exemple, bah, si tu utilises ce canal de communication-là, tu vas utiliser la monnaie que tu as sur le réseau blockchain. Mais il n'est pas connecté avec la blockchain. Ça, c'est la petite particularité. Donc en fait, Lightning Network n'est pas un réseau de blockchain. Mais il dépend du réseau de blockchain. Donc en fait, ce qui se passe avec ce truc, c'est que dans un canal de communication, donc il peut y avoir plusieurs personnes, j'ai pris l'exemple avec deux personnes, mais il peut y en avoir plusieurs, une affinité on pourrait dire. Euh, et dans ce système, dans ces canaux de communication-là, chaque personne y met un fond. Alors son fond, par exemple, moi je peux mettre 0,5 BTC, toi tu peux mettre 1 BTC, etc. Dans un canal de communication, il y a un fond total, c'est-à-dire qu'il réunit tous les fonds de chacun. Et ce fonds-là, c'est comme un coffre-fort où chacun peut aller l'ouvrir pour aller prendre des bitcoins et les mettre à son nom en fait. Et évidemment, lorsqu'il prend des bitcoins, il y a une liste qui est gérée un peu comme le système de blockchain en fait. En anglais, c'est un ledger,
un cahier des comptes en français peut-être. Il y a comme un cahier des comptes qui va répertorier, on va dire, il y a un mec qui s'appelle Pascal, qui est dans le canal de communication avec plusieurs autres personnes. Il va ouvrir le coffre et il va prendre des bitcoins. Et donc, les bitcoins qu'il va prendre, ça va répertorier, bon, il a pris 0,1 BTC à David, il a pris 0,2 à Alice, etc. Ça va répertorier tout ça. Mais tout ça, ça ne se passe pas dans la blockchain, ça se passe dans le canal de communication. Un truc intéressant, donc, lorsque quelqu'un veut envoyer au sein d'un canal de communication, veut envoyer du Bitcoin à quelqu'un qui est distant dans ce canal de communication, là, donc un canal de communication, c'est plusieurs points qui sont connectés en fait. Ça ressemble très fortement au réseau de blockchain en fait, à la différence qu'il n'y a pas de mineurs qui vont vérifier les transactions, en fait, qui vont faire du minage. Il n'y a pas de minage au sein de ce truc-là. Euh, Sans rentrer dans la technique, et après, on va en arriver à l'analogie sans rentrer dans la technique. En fait, le système de ce canal de communication, donc de Lightning Network, s'appelle un système trustless. C'est-à-dire qu'on s'en moque de réseau. On ne cherche pas à avoir un réseau de confiance. On cherche à faire en sorte que la confiance, elle vient du mécanisme même. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut tricher, il sera forcément perdant. Donc il n'y a aucun intérêt à tricher. C'est ça l'idée en fait. Et c'est comme ça que fonctionne Lightning Network pour la sécurité. Alors maintenant, on va faire l'analogie donc de comment ça se passe. Donc je vais pas parler de la technique, le but c'est juste de comprendre sous une analogie en fait de comment ça marche. Alors on a notre réseau qui est le canal de communication et on va dire qu'il y a 4 points. On va donner des prénoms, on va prendre Alice, on va prendre Joseph, on va prendre Pauline et on va prendre André. Ouais, je vais pas me souvenir des prénoms, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, on va dire, il y a un gars là, il y a plusieurs personnes ici qui sont au milieu, et il y a un autre gars qui est ici à l'extrémité du réseau. Donc c'est arbitraire, hein, ce que je choisis, c'est volontaire, c'est pour qu'on comprenne simplement. Alors, maintenant, on veut que le gars qui est ici envoie des bitcoins au mec qui est à l'autre bout du réseau. Donc ils n'ont pas de contact entre les deux, en fait. Tout le contact se passe à travers plusieurs nœuds, en fait. Plusieurs utilisateurs. Quand je dis nœud, en fait, un nœud, c'est un utilisateur carrément, un utilisateur dans le canal de communication. Alors comment ça se passe quand lui, il va envoyer de l'argent à lui? Il doit passer par tout le réseau. Comment il va faire? T'imagines, c'est comme si tu allais dire, bon bah moi je vais aller voir David et je vais lui dire, bah vas-y David, je te donne 20 euros et il faut que tu les donnes à André. Comment tu peux lui faire confiance en fait? C'est un peu risqué quoi. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un que tu connais très bien et qui va vraiment donner les 20 euros à André. Euh, mais voilà, dans ce réseau-là, il y a un système qui fait qu'on peut être sûr que l'argent est amené à bon port, parce qu'il passe par plusieurs personnes. Et ce truc, ça s'appelle le HTLC. Ouais, c'est le HTLC, qui veut dire Time Lock Contract. Donc en français, ça ferait un contrat verrouillé par le temps, un contrat verrouillé dans le temps. Ouais, ce serait un contrat verrouillé dans le temps. Donc, alors, comment ça marche ce contrat verrouillé dans le temps? Et c'est là où on va prendre une analogie, hein, ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, on imagine que ce contrat verrouillé dans le temps, le HTLC, c'est un chèque. Un chèque que tu signes. Et que ce chèque, il expire. Il expire à une certaine date. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce canal de communication pour envoyer de l'argent à quelqu'un qui est distant en passant par tous les autres? C'est que, on va dire, celui qui est ici, là, il va signer son chèque. Son chèque, il expire dans 3 jours. Par exemple, 3 jours, c'est l'exemple. Donc, il met la somme dans ce chèque et il le signe. Il va le donner au nœud le plus proche, donc la personne la plus proche. Cette personne-là, il la connaît peut-être même pas en fait, hein. Mais parce que le réseau est trustless, c'est-à-dire que si on veut tricher, on est forcément perdant, mais là, il faudrait rentrer dans les détails techniques pour comprendre ça, eh bien, il ne peut pas tricher celui qui va avoir le chèque. Il va être obligé, lui également, de le retransmettre à quelqu'un d'autre. Donc, il reçoit le chèque, qui expire dans un certain temps. Il va, lui également, signer un nouveau chèque, qui expire dans un temps aussi, mais dans un temps plus court que l'ancien chèque. Il va le signer, il va l'envoyer à l'utilisateur le plus proche pour se rapprocher du dernier utilisateur, de celui qui doit recevoir le chèque final. Donc au final, il y a eu plusieurs chèques de signés. Et à chaque fois, les chèques, ils expirent à un temps moins 1. En fait, ils expirent de plus en plus rapidement. Alors, si tu demandes pourquoi ça expire, c'est pour la sécurité majoritairement. Bon, c'est pour d'autres choses en fait, mais en tout cas, il expire aussi pour la sécurité.
pour éviter d'avoir de la tricherie, justement. Et maintenant, celui qui est ici, il reçoit le chèque qui vient à la base de lui, hein, donc à chaque fois c'est un nouveau chèque, mais in fine, il vient du premier là. Et donc il reçoit le chèque, il voit, ah machin, t'envoie X bitcoin, on va prendre l'exemple de 1 bitcoin, il t'envoie 1 bitcoin. Et donc lui, voilà, il a le chèque. Maintenant, il va créer une clé ou une sorte de code en fait, une sorte de code qui va permettre à celui qui avait signé d'abord le chèque de envoyer réellement les bitcoins. Mais alors là, encore une fois, ça va repasser par tous les nœuds, repasser par tous les utilisateurs, et pas passer directement, parce que les deux là, ils sont pas connectés eux deux. Donc ça va repasser par tout le nœud. Alors comment ça marche maintenant? Le mec qui a reçu le chèque là, il va générer une clé. Donc c'est une clé qui est impossible à deviner en soi, c'est vraiment un mot de passe, comme un mot de passe en fait. Il va le retourner à l'utilisateur précédent, enfin au nœud précédent. Le nœud précédent qui reçoit le chèque avec la clé, il valide ce chèque. Donc il envoie, lui, hein, celui qui a reçu le chèque, il envoie ses bitcoins à celui qui avait généré la clé, donc celui qui doit recevoir les bitcoins. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le mec, il a déjà reçu ses bitcoins en fait. Sauf qu'il a reçu de cet utilisateur-là. Nous, ce qu'on veut à la base, c'est que ce soit lui qui envoie les bitcoins. Alors là, ce qui va se passer, c'est que maintenant, lui, il a la clé secrète. Avec cette clé secrète-là, il va pouvoir signer également le chèque de l'utilisateur précédent. Il va le signer. Donc ça fait que l'utilisateur précédent envoie les bitcoins, envoie le fameux bitcoin, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en vienne à l'utilisateur qui a envoyé à la base les bitcoins, qui lui également devra l'envoyer. C'est comme si c'était bon bah moi j'ai envoyé à lui, alors toi tu me dois un bitcoin parce que moi j'ai envoyé le bitcoin que tu m'as demandé d'envoyer, donc il va lui devoir, etc. Et jusqu'on arrive au dernier qui envoie effectivement les bitcoins à son utilisateur euh, précédent, le plus proche, auquel il avait signé le premier chèque, il va lui devoir les bitcoins. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a envoyé pour l'utilisateur final. Et ensuite, ça va créer une transaction finale, on va dire, une transaction qui fait que lui a envoyé ses bitcoins à lui. La transaction va pas relister tous les passages dans les nœuds, ça va juste lister de lui à lui. Alors voilà, c'est peut-être pas forcément clair, hein. Je ferai des schémas en espérant que ce soit clair avec des schémas. Mais en tout cas, c'est comme ça que le fonctionnement de canal de communication avec le Lightning Network fonctionne. Maintenant, tout ça, ça se passe, comme j'ai dit, en dehors de la blockchain. On avait vu dans une précédente vidéo, je mettrai le lien dans la description quand je parle de la blockchain, que pour valider les transactions, pour être sûr qu'elles soient réelles, on génère un consensus et en faisant ce qu'on appelle le minage, en fait, en validant des blocs. Mais là, ça se passe en dehors du réseau de blockchain, le canal de communication. En fait, il y a un moment où le canal de communication peut être rompu, il peut être fermé. En gros, il peut être, entre guillemets, détruit. Il peut être détruit. Lorsque ce canal de communication-là est détruit, ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer la dernière transaction au réseau de blockchain. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce système, c'est que du coup, au sein du canal de communication, il s'est passé plein de transactions, partout, plein de transactions. Et à la fin, lorsque le canal est fermé, on a une seule transaction qui est communiquée au réseau de blockchain. C'est comme si on regroupait des milliers de transactions en une seule, grâce aux canaux de communication. Voilà, c'est comme ça qu'on va réduire, enfin c'est comme ça que le Lightning Network va réduire la taille des transactions en fait, finales. C'est-à-dire que plus il y aura de monde, bah, il n'y aura pas forcément plus de transactions, puisqu'il y aura plus de canaux de communication, mais vu qu'un canal de communication, ça regroupe plein de transactions, mais que ça en génère qu'une seule à la fin, et bien voilà, on n'a qu'une transaction par canal de communication. Sachant qu'un canal de communication, ça peut regrouper des milliers d'utilisateurs. Je crois que c'est infini, il n'y a pas de limite. Euh, voilà, alors maintenant mon avis sur ça, en fait, c'est que moi, il y a un truc que j'aime pas avec ce truc, avec le Lightning Network, c'est que potentiellement, un canal de communication, il pourrait être infini, il pourrait ne pas avoir de durée de vie. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des transactions dans un réseau en dehors de la blockchain, mais qui ne mourra jamais, qui ne disparaîtra jamais. Donc en fait, ce que j'aime pas avec ce truc, c'est qu'on s'affranchit de la blockchain, de toute la technologie de la blockchain, pour faire des transactions. Bon, ok, elles sont rapides, etc., elles sont éclairs,
mais on passe à côté du fait que dans un réseau de blockchain, les transactions sont publiques. Dans un canal de communication, les transactions elles sont publiques qu'au sein du canal. C'est comme ça qu'on crée des sous-réseaux. Et c'est un truc que j'aime parce que moi j'aime bien l'aspect public de la blockchain. En fait, étant donné que ce soit public, on est tous à pied d'égalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait tricher, bah, il est forcément public dans le réseau blockchain, il sera vu. Mais dans un système avec des canaux de communication qu'on pourrait créer par-ci par-là, eh bien, c'est beaucoup plus difficile en fait. C'est que on pourrait créer un canal de communication infini qui ne mourra jamais et bah, faire un peu les petites magouilles au sein de ce canal de communication-là. Et personne ne le verra, ça se passera uniquement dans ce canal de communication. Alors voilà, ça c'est vraiment le point que j'apprécie pas et je trouve que c'est comme isoler en fait. Isoler un aspect de la blockchain, même si ça apporte des qualités que le Bitcoin n'a pas. Bah, en fait, le Bitcoin il a des défauts et que ça corrige ces défauts-là. Carrément, on peut dire ça. Voilà, ça c'est le plus gros point. Après, bon, bah évidemment, il y a tous les avantages que on ne peut pas les nier, hein, qui sont réels et qui sont intéressants. C'est que les transactions seront quasiment instantanées, que bah, la taille des blocs, ça sera beaucoup réduit. Ça veut dire que tout le réseau blockchain sera beaucoup moins lourd. Et ça, c'est une très grosse qualité. Voilà, voilà. Je pense que c'est cool. Je pense qu'il y a il y a tout qui a été dit à ce propos. Il faut bien considérer que le Lightning Network pourrait être quelque chose qu'on voit un peu dans tous les systèmes de blockchain en fait. Parce que c'est quelque chose qui semble bien fonctionner et qui répond à des problématiques en fait qui sont plutôt graves en fait pour le futur bah, déjà du réseau de Bitcoin, mais pour bien d'autres blockchains, hein. Bien d'autres technologies de la blockchain. Donc voilà, je t'invite toujours à commenter, à t'abonner parce qu'il y aura toujours d'autres vidéos. J'essaierai de rebondir sur l'actualité du mieux que possible, comme là je l'ai fait avec le Lightning Network, car c'est quelque chose quand même d'actualité, même si c'est pas nouveau, hein. Ça a été, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ça a été créé en 2016, en janvier 2016. Mais c'est pas nouveau, mais c'est nouveau dans la mesure où c'est quelque chose qu'on va voir vraiment en application d'ici quelques mois. Donc voilà, ça c'est quelque chose à considérer et je vais essayer de rebondir sur d'autres éléments d'actualité qui pourraient t'aider éventuellement si tu t'intéresses vraiment à la blockchain et à la crypto-monnaie et même à l'investissement parce que je compte en parler également plus tard. Voilà, donc on se retrouve dans nos nouveaux blocs.